Désolé, hein. Petit souci de démarrage. Alors, et qui risque de tronquer un bout. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, oui, donc on m'a demandé de vous faire un point sur l'évolution du cadre législatif sur ces sujets. Et vous savez peut-être que depuis l'année dernière, au moment de l'introduction, ça a été dit, il y a eu des évolutions vraiment sensibles dans la loi française sur le cadre de l'accès ouvert ou du libre accès aux publications scientifiques qui découle de l'adoption de ce texte, la loi pour une république numérique. Et j'ai mis une bougie sur mon support parce que on est à peu près un an après l'entrée en vigueur de ce texte. C'était le 8 octobre 2016. Donc c'est aussi un bon moment pour faire une sorte de bilan et voir si un an après l'adoption du texte, il y a eu une vraie modification dans les faits liés à l'open access. Et je vais vous parler essentiellement des effets sur les publications scientifiques, mais cette loi a aussi des effets sur les données de la recherche, et je vous en parlerai aussi, qui sont vraiment notables, et peut-être pas encore assez connus et identifiés. Alors, cette loi, bon, c'est une loi très particulière, hein, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le gouvernement avait choisi d'en faire la première loi 2.0, c'est-à-dire c'est la première loi à avoir été mise sur une plateforme pour que les internautes puissent intervenir dans le processus, soumettre des amendements, faire des commentaires. Et ça a été assez décisif sur les sujets liés à l'open access, parce qu'il y a eu une grosse mobilisation des chercheurs, des bibliothécaires, des grands instituts de recherche. Et l'adoption du volet open access a été délicate, parce qu'il y a eu beaucoup de débats au Parlement, notamment, pour savoir où mettre le curseur. Et l'implication des chercheurs eux-mêmes a été quand même assez décisive dans le processus. Alors pour comprendre ce que cette loi... Alors désolé, je vais devoir jongler, mais bon, c'est pas grave. Pour comprendre ce que cette loi va vraiment apporter, il faut dire un mot sur la situation avant l'entrée en vigueur de la loi. Donc l'open access a une composante juridique fondamentale, c'est-à-dire que tout se joue au moment où le chercheur va rentrer en contact avec un éditeur et où il va signer un contrat d'édition. Normalement, un éditeur doit présenter un contrat d'édition au chercheur avant la publication. Ça se fait pas toujours, mais bon, partons du cas où ça se fasse. Et à ce moment-là, le chercheur il va être confronté à une cession de ses droits d'auteur et qui intervient, y compris s'il n'est pas rémunéré, y compris s'il accomplit lui-même une partie du travail éditorial, ce qui est le cas le plus fréquent aujourd'hui. Et en général, les éditeurs cherchent à obtenir la cession la plus large possible. Notamment, ils cherchent à obtenir une cession complète de tous les droits de reproduction, droits de diffusion, et ils essayent d'obtenir une cession exclusive, c'est-à-dire ils veulent obtenir pour eux seuls le bénéfice du droit d'auteur qui leur aura été transféré. Si le chercheur accepte ça, en fait, il ne pourra plus lui-même faire un usage de ses propres publications, par ailleurs, en dehors du canal de l'éditeur. Et c'est ça, en fait, qui provoque le fait que la science finisse derrière des barrières payantes et qui a entraîné tout le mouvement de réaction qu'on appelle open access, où les chercheurs ont fini par demander une limitation des sessions, ou au moins d'avoir la possibilité par rapport à des politiques d'éditeurs de pouvoir réutiliser leur production en dehors de la diffusion par les éditeurs. Sauf qu'avant la loi République numérique, tout ça a été un processus de négociation avec les éditeurs qui dépendait essentiellement de leur volonté et de leur politique. Et c'est ce qui donnait sur ce site qui répertoriait en fait les politiques d'éditeurs, c'est un site qui s'appelle Sherpa Romeo, une très grande disparité, parce que selon les éditeurs et selon les secteurs, vous aviez certains qui acceptaient l'open access, d'autres qui ne l'acceptaient pas du tout, oui voilà, et ça existe. Moi je suis juriste, bon, en droit, l'open access est extrêmement rare. Les éditeurs ont une politique encore très très fermée de refus complet de l'open access, ça commence à bouger mais c'est très rare. Et ils avaient aussi la possibilité de fixer des conditions comme des embargos, c'est-à-dire de dire ok, vous pourrez faire un dépôt en archive ouverte, mais il faudra attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. En SHS ça pouvait aller jusqu'à 4 ans, 5 ans. Et ils avaient aussi le pouvoir de déterminer qu'est-ce qu'on pourrait mettre en open access, et notamment la version de la publication. Vous savez que les publications n'ont pas tout à fait la même valeur selon la version. Il y a le pré-print, le post-print, le PDF final. Et donc le chercheur était confronté à une situation complexe parce que, en fonction de l'éditeur chez qui il publiait, il fallait déjà qu'il identifie la politique. Il y avait des sites qui étaient répertoriés, pas très utilisés par les chercheurs, il faut pas se le cacher. Et si l'éditeur n'avait pas une politique qui lui convenait, il fallait qu'il négocie lui individuellement, c'est-à-dire comme auteur, un assouplissement du contrat d'édition. Et ça, on sait que
C'est extrêmement compliqué, hein. Quand vous êtes auteur et que vous avez réussi à caser une publication, prendre sur soi en plus de négocier avec l'éditeur individuellement des conditions de diffusion, c'est généralement pas le bon moment pour le faire. Donc la situation était comme ça. Bon, ça avait quand même permis un développement notable, hein, de l'open access selon les disciplines. Mais le raisonnement du législateur, ça a été de passer à quelque chose de beaucoup plus puissant, c'est-à-dire de dire qu'on va garantir par la loi un droit pour le chercheur à faire du dépôt en archive ouverte de ses publications. C'est un mécanisme qui a été inspiré de la loi allemande, les chercheurs allemands avaient déjà obtenu ça, et qui a été entendu ensuite en Italie. Et donc le législateur français a fait la même chose, c'est ce qu'on appelle un droit d'exploitation secondaire, hein, qui a été reconnu aux chercheurs, qui prend la forme d'un droit inaliénable. C'est-à-dire que, alors ça c'est assez puissant quand même, hein, c'est-à-dire que quel que soit le contrat qui est présenté à un chercheur, et quel que soit ce qu'il signe, la loi passe par-dessus et garantit au chercheur qu'il n'aura pas abandonné cette possibilité. Donc ça neutralise, si vous voulez, les clauses contraires dans les contrats. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle en droit d'auteur le droit moral. Vous ne pouvez jamais abandonner à un éditeur le droit d'être cité comme auteur ou le droit qu'on respecte l'intégrité de vos écrits. Ben là c'est pareil, vous avez une sorte de droit inaliénable que vous ne pouvez plus abandonner par contrat, même si on... Donc un éditeur qui ne voudrait pas faire d'open access, genre un éditeur juridique, hein, s'il ne change pas ses contrats, ça n'aura aucune incidence. La loi passe par-dessus et le droit sera quand même reconnu aux chercheurs. Et alors la philosophie générale, c'est quand même d'avoir essayé de trouver un curseur, parce que on ne peut pas complètement neutraliser l'effet des contrats d'édition, hein. L'idée, ça a été de dire, il faudra que ça concerne la recherche publique, donc il faut que les écrits scientifiques soient financés au moins à 50% par l'argent public, et il y aura quand même un délai, c'est-à-dire que le droit inaliénable se déclenche 6 mois après la publication dans les sciences et techniques, et 12 mois dans les sciences humaines et sociales. Et donc ça garantit, si vous voulez, une marge d'exclusivité pour l'éditeur, mais au-delà de cette marge, le droit retourne au chercheur de pouvoir diffuser sa production en archive ouverte. Alors concrètement, si on va dans le texte, bon, je vais pas vous faire une exégèse de l'article. Bon, c'est quand même intéressant de le voir, l'article, parce que un juriste un peu qui a un peu d'expérience voit rien qu'à l'œil qu'il y a quand même eu des débats un peu complexes au Parlement, si vous voulez. Typiquement, ça, là, le premier paragraphe, c'est une seule phrase. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a eu pas mal de navettes entre le Parlement et entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et qu'il y a eu des rajouts, des exceptions aux exceptions, des conditions qui ont été fixées. Donc bon, ça rend l'article 30 de la loi un peu complexe à interpréter. Mais je vais essayer de vous mettre les éléments importants. Donc on est sur des... Alors déjà, ça ne couvre que les écrits scientifiques. Il faut que l'activité de recherche soit financée pour moitié par des dotations de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics. Pas forcément français, ça couvre aussi l'Union européenne. Il faut que l'écrit soit publié dans un périodique. Ensuite, ça donne aux chercheurs le droit de mettre à disposition, donc y compris sur Internet, la version finale de son manuscrit accepté pour publication. On verra que ça, c'est assez important. Et ensuite, il y a l'histoire du délai, 6 mois ou 12 mois selon les disciplines. Le dernier alinéa là est important aussi. La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial. Donc évidemment, vous ne pouvez pas prendre ce que vous avez donné à un éditeur et aller le donner à un autre. Ça, il y a une exclusivité quand même qui est reconnue à l'éditeur commercial. Par contre, ça couvre la diffusion dans tout ce qui n'est pas activité d'édition à caractère commercial, et on verra que c'est en fait assez large. Alors, un des points qui est un peu difficile à comprendre, mais qui est vraiment important, c'est qu'est-ce qu'on peut vraiment déposer. Donc la loi dit la version finale du manuscrit accepté pour publication. Alors, imaginons un processus un peu idéal de production d'un article et de publication. Vous savez que ça passe par plusieurs étapes. Vous allez faire votre manuscrit auteur, vous l'envoyez à une revue. La revue a un comité, imaginons qu'elle a un comité de lecture, elle va faire un processus de peer reviewing, qui en général suscite des commentaires, qui vont demander à l'auteur de faire des modifications. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous modifiez la première version de votre article, vous la renvoyez à l'éditeur. L'éditeur, lui, il fait ce qu'on appelle une mise en forme finale, et il produit la version finale de l'article. En général, ça vous revient sous la forme d'un PDF, dans lequel l'éditeur va avoir appliqué sa maquette, et rajouter la pagination. Et à ce moment-là, il vous demande souvent des corrections sur épreuve, donc les dernières corrections finales, vous allez les lui renvoyer, et vous lui donnez ce qu'on appelle le bon à tirer, et là, il publie la version dans la revue.
Donc, qu'est-ce que vous pouvez diffuser, vous, avec votre version finale du manuscrit accepté pour publication? Ben, en fait, c'est la version après incorporation des modifications demandées par le comité de lecture. Donc, vous envoyez votre manuscrit, le comité de lecture fait des remarques, vous modifiez votre manuscrit, et celle que vous renvoyez après incorporation de ces remarques, c'est celle-là que vous allez pouvoir mettre en ligne. Donc, pas le PDF final de l'éditeur. Et ça, c'est vraiment important, parce que ça, c'est vraiment la plus-value que la loi garantit à l'éditeur, c'est-à-dire son travail spécifique de mise en forme. Et c'est aussi ce qui authentifie la version finale de l'article, le fait qu'ils mettent la pagination et la maquette, ça reste à l'éditeur. D'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé, vous savez, du conflit qu'il y a entre ResearchGate et les éditeurs. Ils se battent là-dessus, les éditeurs, en fait, parce que les chercheurs ont tendance à mettre leur PDF sur ResearchGate, et c'est pour ça que les éditeurs la réagissent en justice, parce qu'ils veulent vraiment se garantir l'exclusivité sur cette version-là. Donc là, on est, vous voyez, voilà. On pourra en discuter si vous avez des... Parce que, en fait, ça, c'est assez théorique. Quand je parle avec des chercheurs, je me rends compte qu'il y a des tas de cas particuliers qui peuvent survenir. Mais en tout cas, l'esprit de la loi, c'est ça. Alors, donc, ce droit d'exploitation secondaire, il a des limites, en fait. Donc déjà, je vous ai dit, il ne s'applique qu'aux périodiques. Donc ça veut dire les journaux et les revues scientifiques. Il ne s'applique pas aux livres ou chapitres de livres. Donc si vous publiez des monographies, ou dans des monographies, vous ne pourrez pas bénéficier de ce droit d'exploitation secondaire. Et donc du coup là, vous allez être complètement lié par le contrat d'édition que vous allez diffuser. Si vous voulez publier des actes de colloque, ça va dépendre de si les actes sont diffusés dans un périodique ou dans une monographie. Si c'est dans une monographie, vous n'avez pas de droit d'exploitation secondaire. Si par contre ça paraît dans une revue, vous l'aurez. Donc on a cette distinction sur les versions, et il y a aussi un problème avec les images, parce que malheureusement le législateur a dit que ça s'appliquait aux écrits scientifiques, donc ça ne prend pas en compte directement les images qui sont dans les articles, et donc le droit d'exploitation ne porte que sur l'écrit. Donc si jamais vous avez des images, et que vous avez obtenu des droits pour publier dans la revue commerciale, il faudra aussi les obtenir pour faire le dépôt en open access complet. Et je sais que dans certaines disciplines, dans l'université où je travaille, il y a beaucoup d'histoire de l'art, par exemple, c'est vraiment une très grosse limite, parce qu'ils sont obligés de mettre en ligne des articles sans les images, et ça perd beaucoup de son sens. Ah ouais. Alors ça vaut quand même, si jamais vous avez produit vous-même les images, graphiques, schémas, etc., là c'est bon, c'est couvert. Mais s'il y a des droits des tiers, c'est pas couvert par la couche légale, si vous voulez. Bon, alors si vous voulez, dans la philosophie de la loi, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils n'ont pas vraiment... Enfin, vous savez qu'il y a plusieurs voies pour faire de l'open access. Il y a la voie verte, c'est les archives ouvertes, des publications d'abord chez un éditeur commercial et ensuite dépôt dans une archive ouverte. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la voie dorée, publication directe chez une revue qui est directement en open access. Donc, l'esprit de la loi, c'est quand même de favoriser principalement la voie verte de l'open access. C'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer à publier chez des éditeurs commerciaux avec un droit au dépôt garanti. C'est aussi quand même un certain moyen de se protéger contre une dérive de l'open access qu'on voit de plus en plus, qu'on appelle le modèle Gold auteur-payeur. Vous avez tout un ensemble d'éditeurs qui essayent de renverser un peu ils ont une autre tactique. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire « Ok, vous allez pouvoir déposer en open access à condition de nous payer des frais. » Les fameuses APC, là, vous savez, des frais de publication qui peuvent être très élevés, plusieurs milliers de dollars. Vous avez Springer, par exemple, qui a vraiment bien axé sa stratégie là-dessus, et qui peuvent finir par complètement annihiler l'intérêt économique de l'open access. Donc là, c'est aussi une certaine forme de protection, parce que avec cette protection légale, vous pouvez ne pas prendre l'option open access, attendre 6 mois ou 12 mois, et ensuite aller faire le dépôt dans l'archive ouverte. Ce qui n'est pas négligeable quand même. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose aussi. La loi laisse une grande liberté aux chercheurs pour faire son dépôt, parce qu'en fait, vous allez pouvoir le mettre aussi bien sur HAL, que sur le site du labo, que sur une archive institutionnelle, que sur un site personnel. Il n'y a aucune exclusivité qui est demandée par ces plateformes. Donc vous pouvez, le droit d'exploitation secondaire, il ne s'épuise pas au premier exercice. Vous pouvez multiplier les points de dépôt, et ça c'est important parce que ça garantit aussi une certaine forme de pluralité dans l'open access lui-même. Alors il y a quelques zones d'ombre dans cette loi, en fait, qui sont compliquées qui sont vite apparues en fait à l'application et qui sont compliquées à démêler en fait. Il y en a deux principales. La première, c'était de savoir est-ce que la loi s'appliquait uniquement pour l'avenir ou est-ce qu'elle s'appliquait aussi aux articles
paru antérieurement à son entrée en vigueur, c'est-à-dire antérieurement au 8 octobre 2016. C'est une question de rétroactivité de la loi. Et l'autre question, c'est une loi française, est-ce qu'elle s'applique aux éditeurs étrangers? Bon, alors j'ai lu à peu près tout ce qui s'était publié sur la question, bon, essayez un peu de participer au débat aussi, et en fait, il n'y a pas de réponse, si vous voulez. Parce que la seule personne qui pourrait nous répondre, c'est un juge saisi d'un procès. Donc on est plus d'1 an après l'entrée en vigueur de la loi, il n'y a pas eu de procès. Et je pense qu'il n'y en aura jamais, en fait. Parce que les seuls qui pourraient intenter un procès, c'est des éditeurs, et il faudrait qu'ils aillent attaquer un chercheur. Et je pense que l'instinct de survie de l'éditeur ne le porte pas à aller attaquer un chercheur, parce qu'en termes d'image, ce serait complètement désastreux pour eux. Donc en fait, il n'y aura certainement jamais de procès, donc nous n'aurons jamais la réponse définitive à ces questions. Et alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est qu'en fait, par l'usage, on voit dans HAL, par exemple, énormément de dépôts rétroactifs, et énormément de dépôts de personnes qui considèrent que la loi s'applique aux éditeurs étrangers. Et en fait, par l'usage, ces questions vont se trancher, parce qu'il y aura un moment tellement de publications qui auront été déposées de ce point de vue-là, que ça va créer un effet cliquet et qu'il n'y aura plus de possibilité de revenir en arrière. Et d'ailleurs, c'est ce que recommande le consortium Couperin, vous savez, qui intervient beaucoup sur les archives ouvertes. Ils ont fait une FAQ où ils disent « Considérons que c'est rétroactif et que ça s'applique aux éditeurs étrangers ». Donc je ne peux pas vous donner de réponse définitive, mais voilà, c'est un peu quand même le compromis qui... Et alors j'en arrive au point qui est, à mon avis, essentiel, ce qui m'a donné l'occasion pour la première fois de citer Spider-Man dans une présentation, c'est que cette loi, elle donne aux chercheurs un droit, mais pas une obligation. Et c'est vraiment un point essentiel, c'est-à-dire que c'est une faculté qui est reconnue aux chercheurs, mais il n'est pas obligé d'exercer ce droit. Donc ça a un très grand d'importance sur l'effectivité du texte. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je cite Spider-Man, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. C'est-à-dire que la loi, elle a remis dans les mains des chercheurs le pouvoir de faire progresser l'open access. Mais rien ne nous garantit que ça progressera par lui-même. Et les Allemands, par exemple, avaient fait une étude après l'entrée en vigueur de leur loi, 1 an après. Ils avaient constaté que les dépôts n'avaient progressé en moyenne que de 10%. Donc il n'y a que 10% des chercheurs qui avaient vraiment fait un usage effectif de ce droit. Et si vous voulez, ça pose un problème. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé l'intervention de la directrice de la bibliothèque universitaire qui nous disait l'open access, c'est un problème global en fait. C'est un problème de toute la chaîne de publication. Moi j'ai envie de dire, c'est un problème écosystémique, si vous voulez. Et c'est toujours un petit peu délicat d'essayer de régler un problème écosystémique en se reposant uniquement sur les décisions des individus en bout de chaîne. Parce que c'est un problème global. Donc ça va être un point très important pour l'avenir en fait. Et je pense qu'il ne faut surtout pas considérer d'ailleurs qu'il faut renvoyer entièrement la responsabilité aux chercheurs individuels isolés. Et ça va nous amener à la question des politiques institutionnelles. Parce que c'est surtout ça maintenant qui peut vraiment faire produire un effet au texte. Parce que en fait, l'open access dépend aussi de politiques institutionnelles. Là, ce que la loi a fait, c'est qu'elle a levé le blocage légal. Mais maintenant, on sait qu'on peut développer des politiques qui vont inciter ou rendre obligatoire le dépôt en open access. Il y a plusieurs formules. Il y a des formules qu'on appelle mandats de dépôt obligatoire qui peuvent être adoptés par des établissements. Vous en avez une en France, c'est l'université d'Angers, mais il y a aussi l'INRIA, par exemple, l'INRA, qui ont adopté ce genre de politique d'établissement, disant aux chercheurs, en gros, si vous voulez que vos publications comptent dans votre évaluation, il faudra qu'elles soient en open access. Vous avez des politiques de labo. Moi, dans mon université, il y a des laboratoires où je vois des directeurs de labos qui ont mis en place une directive pour les chercheurs du labo. Et il y a aussi le fait d'imposer l'open access en contrepartie d'un financement. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'Union européenne et H2020. Et aux États-Unis, c'est très développé ça. Les agences de financement de la recherche conditionnent l'attribution des financements très souvent à l'obligation de faire de l'open access derrière. On peut imaginer qu'un jour l'ANR fera ça, peut-être. C'est pas encore complètement fait, mais dans la logique des choses, on pourrait imaginer qu'un jour l'ANR fasse ça. Et alors, j'en viens, alors, est-ce qu'on peut voir un effet en France de la loi? Bon, c'est très compliqué à déterminer, j'ai essayé un peu par tous les moyens d'essayer de l'observer quelque part. Si on regarde la page d'accueil de HAL, on a une courbe des dépôts, et on voit quand même que y a eu une augmentation, si vous voulez, de 24% l'année dernière. Et on voit que la pente de la courbe est augmentée. Alors est-ce que c'est un effet de la loi? Peut-être pas.
mais peut-être que ça a joué quand même un petit peu. Voilà, c'est difficile de savoir si la loi elle seule est responsable de cette augmentation. Moi j'ai tendance à dire que c'est peut-être pas l'effet direct de la loi, mais la loi elle a quand même énormément légitimé l'open access. Il y a quand même une décision du législateur qui a estimé que ça allait dans le sens de l'intérêt général. On a beaucoup parlé de l'open access à l'occasion de cette loi, et je pense que ça a eu un effet au moins indirect sur la progression des pratiques. Alors très rapidement, je termine sur la question des données, et je sais qu'on va en parler tout à l'heure dans la matinée. Parce que les données, en fait, c'est un peu le deuxième effet, moi j'appelle ça effet caché de la loi République numérique, parce qu'on en a beaucoup moins parlé que des publications. Mais en fait, l'effet va être plus puissant pour les données que pour les publications, et vous allez voir pourquoi. Alors, il va être plus puissant parce qu'il y a un article spécialement sur les données de la recherche, enfin c'est le même article, mais c'est la suite de l'article sur les publications. Il est plus puissant parce que le législateur a fait quelque chose d'assez osé, si vous voulez. Vous voyez ce que j'ai souligné en rouge, l'éditeur d'un écrit scientifique ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication. Ça veut dire en fait que le législateur a résolu l'immense problème qui était la cause de toutes nos difficultés avec l'open access pour les publications. Il a complètement neutralisé les cessions de droits que les éditeurs pourraient vouloir exiger sur les données de la recherche. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que c'était quand même une pratique qu'on voyait de plus en plus se développer. Quand un chercheur publiait un article, l'éditeur demandait à ce que la cession des droits s'étende aux données de la recherche associées. Donc ils étaient en train de constituer une exclusivité sur d'immenses stocks de données de recherche. Et ça, pour l'avenir, c'était quand même une menace. Donc le législateur, là, a coupé court complètement. Dorénavant, un éditeur ne peut plus demander d'exclusivité sur les données associées à une publication. Ils ne peuvent plus. Cession de droit sera inopérante. Et l'article dit « Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celle-ci est réputée non écrite. » Donc ils peuvent le mettre dans les contrats, mais vous êtes complètement libre ensuite de réutiliser vos données de recherche comme vous l'entendez. Et ça, c'est quand même une protection pour l'avenir, je pense, vraiment essentielle. Et il faut le faire savoir aussi, parce que si un chercheur n'a pas conscience de ça, il peut avoir l'impression peut-être de s'être dépossédé de ses droits, alors qu'en fait, non, la loi l'aura protégé. Mais là, pour le coup, le grand pouvoir va venir avec une grande obligation, parce que le législateur a fait autre chose dans cette loi. Il a imposé ce qu'on appelle un open data par défaut aux administrations. C'est-à-dire c'est une obligation d'ouverture des données publiques, de publication en ligne et de libre réutilisation des données. Donc ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, pas tellement dans le domaine universitaire et de recherche, mais toutes les administrations publiques maintenant vont être tenues de faire ça. C'est-à-dire toutes données et informations publiques qu'elles produisent, elles ont par défaut l'obligation de les mettre en ligne et de les rendre librement réutilisables. Jusqu'à l'année dernière, les universités et établissements de recherche avaient une sorte de dérogation dans la loi pour ne pas être soumis à ce genre de mécanisme. Or, la loi République a supprimé cette dérogation. Donc dorénavant, les universités et établissements de recherche vont être soumis à une obligation d'open data par défaut. Alors, j'ai l'impression que la prise de conscience de cet nouvel état des choses n'a pas encore été vraiment totalement faite. Mais c'est un sujet très important, parce qu'on produit énormément de données dans le cadre de nos activités, pas que de la recherche d'ailleurs. Il faut savoir aussi que la loi a imposé un principe de gratuité. C'est-à-dire que la loi ne permet plus aux administrations, sauf cas très particuliers, de faire payer la réutilisation des données qu'elles produisent. Donc plus possible de vendre des données. C'est interdit par la loi en fait. Et les seules restrictions, c'est l'obligation de protéger les données personnelles, évidemment. Bon, c'est un très gros sujet. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un très gros sujet quand même. Et l'autre restriction, c'est le respect des droits de propriété intellectuelle. Donc l'open data par défaut ne s'appliquera pas à vos articles, aux thèses, aux mémoires, au contenu pédagogique. Tout ce qui est protégeable par le droit d'auteur est en dehors de l'open data par défaut. Mais pas les bases de données. C'est ce qui va faire l'énorme différence entre l'open access dorénavant et l'open data. C'est-à-dire que pour l'open access, le chercheur a un droit individuel de choisir s'il ouvre ou pas, mais pas pour les données en fait. Parce que les droits des bases de données appartiennent aux établissements et pas aux chercheurs. En fait. Et ça c'est une très très grosse différence. Et donc la conclusion qu'on voit poindre, c'est qu'en fait, les données de la recherche sont comprises dans le principe d'open data par défaut.
Et ça, il n'y a aucune raison a priori dans le texte qui exclut les données de recherche du principe de libre réutilisation. La seule chose, c'est qu'il va sûrement y avoir beaucoup plus de cas où les exceptions vont s'appliquer, parce qu'il y a souvent des données personnelles et souvent des droits d'auteur, de propriété intellectuelle qui peuvent porter. Mais le principe, il est là, quoi. Et donc ça, il faut en avoir conscience, parce que ça change complètement les choses, hein. Dès qu'on produit des données dans le cadre d'une activité de recherche, il faudra à un moment se dire que peut-être elles auront vocation à aller en ligne et à être rendues librement réutilisables. Et alors je termine. Tout ça annonce sûrement des modifications encore à venir qui risquent d'être vraiment importantes. On voit de plus en plus parler du concept, vous savez, d'open science, qui est présenté comme une sorte d'au-delà de l'open access, ou de science ouverte, qui est beaucoup poussé par l'Union européenne aussi. Et là récemment, je voyais vous voyez, je cite une source très sûre, c'est un tweet, mais bon, on apprend beaucoup de choses par les tweets. Au dernier congrès des bibliothécaires, Marin Dacos, qui est le conseiller spécial du ministre de la Recherche pour la science ouverte, a dit « Nous sommes en train de rédiger un plan national pour la science ouverte en France. » Et je pense que dans ce plan, il va y avoir justement les conséquences tirées de tous les aspects de la loi qu'on n'a peut-être pas encore envisagés, notamment des orientations sur les données de recherche, et peut-être des impulsions aussi pour l'open access, hein. Peut-être qu'il y aura des choses sur la politique de l'ANR. Donc je pense que c'est vraiment à surveiller, parce que là, il va y avoir des directives pour aller plus loin et tirer vraiment toutes les conséquences de ce texte. Voilà. N'hésitez pas, même si vous avez des questions très pratiques, parce que tant que je suis là, vous voyez... Il y a deux choses que je voulais dire. La première, vous avez parlé du Gold Open Access. Vous n'avez pas... Ah si, vous avez dit, pardon. Donc ça, vous avez dit que c'était très important, que ça, c'était payant. Et que, en fait, qu'est-ce qui va se passer le jour où tous les éditeurs décideront, enfin les grands, Elsevier, Praeger, décideront qu'on n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'à partir de désormais, toute soumission d'un article se fera en Gold Open Access. Dans ce cas, tout ceci tombe. En fait, pas vraiment. En fait, j'ai l'impression quand même que là, il y a eu le législateur aussi un peu anticipé. Parce qu'imaginons que Elsevier bascule complètement son modèle et disent, ben voilà, maintenant, ce sera en open access, mais tout le monde devra payer 5 000, 6 000 $ par publication. Il suffira de lui dire, non, en fait, on ne prendra pas l'option open access. Et on attendra un an. On attendra un an, et au bout d'un an, on mettra ça dans des archives ouvertes. Ah, si c'est plus une option... Si c'est plus une option, ouais. Si c'est plus une option, là, ça devient plus compliqué. Après, si c'est plus une option, il va falloir recréer un gold parallèle qui ne sera pas basé sur des frais de publication. Ce qui existe déjà, hein. Si vous prenez le portail Open Edition, par exemple, plutôt tourné vers les SHS, ils font du gold, mais ils font du gold historique, quoi, du gold canal historique véritable. C'est-à-dire, c'était sans frais de publication pour le chercheur. Ils sont sur un modèle d'open access direct, immédiat, mais sans demander de paiement par le chercheur. Mais oui, alors, on le voit déjà en Allemagne, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais en Allemagne, il y a un très gros conflit entre Elsevier et le monde de la recherche, parce que Elsevier essaye de négocier en fait un paiement des frais de publication au niveau national, en fait, de mutualiser tous ces paiements-là pour que l'État paye en bloc et en une seule fois tous les frais de publication. Et les Allemands sont en train de résister, hein, parce que ça annule complètement l'effet positif et économique de l'open access, quoi. Vous parlez de la renégociation qui va être en cours et du positionnement que vous aurez sûrement à prendre en fonction des résultats des négociations du consortium Couperin avec Elsevier. Parce qu'ils risquent de le proposer en France. Visiblement, ils vont tenter de le faire en France, c'est presque inévitable. Ouais. Ah ouais, tout à fait, ouais. Un système qui soit complètement open access payant, tout en conservant les abonnements. Ça ne tiendrait pas debout. C'est ce qu'ils veulent. Bien sûr que c'est ce qu'ils veulent, mais c'est intenable. Oui, c'est l'un ou l'autre, quand même. Voilà. Payer deux fois. Une question un peu naïve, justement sur les modèles économiques, vous pouvez préciser ce qui se fait actuellement et les scénarios possibles pour l'avenir? Alors sur les modèles économiques, bon, vous avez le modèle classique
Vous avez le modèle classique où vous avez un éditeur privé qui prend en charge les frais, mais qui le fait en contrepartie d'une cession des droits. Bon, ça c'est le modèle traditionnel, voilà, qui est un peu équilibré, vous voyez, avec ce type de mesures législatives. Vous avez de l'open access gold, on va dire, traditionnel, quoi, hein, sans modèle auteur-payeur, mais donc en général porté par des structures publiques, type Open Edition, mais là qui nécessite des financements publics, faut pas se le cacher. Open Edition a un modèle économique quand même avec un abonnement, mais qui porte pas sur l'accès au contenu, qui porte à des fonctionnalités additionnelles. C'est un modèle de freemium. Vous avez toujours l'accès à la version en ligne, mais ils vont vous vendre des fonctionnalités additionnelles et les bibliothèques peuvent prendre ces fonctionnalités. Ça, c'est un modèle possible. Et après, vous avez tous les modèles auteur-payeur. Bon, alors le modèle auteur-payeur n'était pas forcément à la base complètement à rejeter. Vous avez aux États-Unis la grande méga revue qui s'appelle PLOS, Public Library of Science, qui pendant longtemps a eu des frais qui étaient très bas, assez bas, et qui étaient tout à fait soutenables. Le grand problème de ce modèle-là, c'est l'augmentation des frais de publication, et on voit bien que là, des Springer ou Elsevier, avec le pouvoir qu'ils ont sur les titres eux-mêmes, ont la possibilité d'augmenter ces frais de publication comme ils le faisaient pour les frais d'abonnement, en fait. Donc voilà, après, il y aura peut-être des choses un peu plus hybrides ou quoi, mais les trois grands modèles, c'est quand même ça, quoi. Donc c'est soit... Donc il y a quand même une grande importance des financements publics, qui vont rester importants. Si on veut avoir du vrai gold, par exemple, ça passera immanquablement par des financements publics. Moi j'ai une question sur le droit des bases de données. J'ai toujours entendu dire qu'il y avait un droit spécifique sans que ce soit très très clair pour moi. Donc ça veut dire que le chercheur qui produit, qui collecte des données, qui stocke, enfin il en résulte une base de données, il en fabrique une base de données. Cette base de données appartient à son établissement, c'est bien ça? Oui, ça c'est une question importante. Ça a justement été le point qui a été très difficile à interpréter. Parce qu'en en gros, soyons clairs, le législateur n'avait pas du tout anticipé les conséquences de sa loi sur la recherche. On le voit très bien dans les débats parlementaires. Quand ils ont fait le volet open data, ils n'ont pas pris en compte consciemment l'effet potentiel sur la recherche. Donc du coup, quand on s'est trouvé à interpréter le texte, on s'est retrouvé avec cette question du droit des bases de données. Et si vous voulez, une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est jamais auteur d'une donnée. On est auteur d'une œuvre, ça c'est sûr, on est auteur d'un article qu'on écrit, mais on n'est jamais auteur d'une donnée, en fait. Ça n'a pas de sens. La donnée, on la collecte, même quand on la produit, en fait, on n'est pas auteur de la donnée. Donc le droit des données, il est saisi par ce qu'on appelle le droit des bases de données, qui est en fait un droit qui récompense l'investissement. C'est un droit d'origine européen. C'est une directive européenne là-dessus. Et il dit, si vous faites un investissement substantiel pour constituer une base, vous obtenez en échange une exclusivité de 15 ans sur l'usage du contenu. Sauf que ce droit-là, il marche pas du tout comme le droit d'auteur, parce que le droit d'auteur, c'est un droit qui est individualiste, qui naît sur la tête des personnes physiques qui créent des œuvres, alors que le droit des bases de données, c'est un droit qui protège l'investissement, donc qui naît pour les personnes qui font l'investissement. Donc c'est ceux qui apportent les moyens qui permettent de constituer la base. Et donc, ce sont les employeurs, en fait. C'est exactement comme pour les logiciels, d'ailleurs. Il y a une dérogation pour les logiciels. Le droit d'auteur sur les logiciels appartient directement aux employeurs et pas aux auteurs. Et donc du coup, en fait, ce sont les établissements qui sont titulaires du droit des bases de données. Et ce que dit la loi numérique, c'est qu'elle a un article très clair où elle dit « Les administrations ne peuvent pas utiliser leurs droits de producteurs de bases de données pour faire échec aux mesures sur l'open data. » Donc la loi a neutralisé le droit des bases de données des administrations pour faire valoir le principe de libre réutilisation. Donc du coup, c'est ça qui fait que les données de la recherche sont englobées mécaniquement, si vous voulez, dans le principe d'open data par défaut. Après, dans les faits, ça va être compliqué quand même, parce que pour faire la distinction vraiment, imaginons que vous ayez juste un chercheur fait juste un fichier Excel qui met en annexe d'un article. Est-ce que déjà un fichier Excel c'est une base de données ? Et à partir de quand on va considérer que la production des données est vraiment liée à des moyens donnés par l'université aux chercheurs pour produire ces données ? Je pense qu'il va y avoir une zone grise assez complexe à démêler. Mais le principe, lui, il est assez clair. Merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Puisque vous citiez Twitter, j'en profite aussi pour citer votre compte Twitter Select, parce que vous avez la maniabilité de répondre parfois à des questions dessus. Ma question porte en fait sur les publications. Vous parliez des revues et des journaux scientifiques, mais qu'en est-il en fait des revues de vulgarisation grand public,
ça peut être les magazines, ça peut être par exemple ce que produisent les mutuelles, parfois nos chercheurs y interviennent pour valoriser en fait ce qu'ils font sur les travaux de terrain. J'ai l'impression que cette loi-là ne le recoupe pas en fait, hein, c'est bien ça. La loi dit que ça porte sur les écrits scientifiques. Donc la difficulté va être de savoir qu'est-ce qu'un écrit scientifique. On en a déjà une petite illustration à travers la pratique même de HAL, si vous voulez, parce que HAL a cette question-là. Ils ont un critère de sélection selon que les publications ont un caractère scientifique ou non, et on n'est pas censé mettre des choses qui n'ont pas un caractère scientifique dans HAL. Moi, ça m'est arrivé récemment, là j'ai publié une tribune dans Le Monde, je me suis dit, bon, je vais la mettre sur HAL, et en fait le CCSD m'a rejeté le dépôt, parce qu'il m'a dit non, une tribune dans Le Monde, c'est pas un écrit scientifique. Donc du coup, je pense que là, il va y avoir là aussi, c'est difficile de dire a priori. Je sais pas, par exemple, si vous voyez le site The Conversation, qui est typiquement un hybride entre de la publication scientifique et journalistique, est-ce que c'est un écrit scientifique ou pas ? Je pense qu'on aurait intérêt à considérer que c'est un écrit scientifique quand même, un peu dans l'esprit de la chose, mais dans les faits, ça risque d'être un peu difficile à démêler. Je peux pas trop. On ne peut pas considérer que dès lors qu'il y a revue par les pairs, comité de lecture, c'est un écrit scientifique. Est-ce que toutes les thématiques de recherche, toutes les disciplines ont cette façon de fonctionner ? Ça pourrait être un critère, ouais, effectivement. D'après, de toute façon, les monographies sont inscrites du champ de la loi, mais en général, les monographies sont pas relues par les pairs et on considère qu'elles ont quand même une valeur scientifique. Mais pour les périodiques, ça pourrait être un critère, effectivement. Et il y a aussi une grosse distinction très compliquée à faire entre ce qui est écrit professionnel et écrit scientifique. Je sais que dans les secteurs genre sciences de l'ingénieur, droit, le statut des publications est parfois difficile à faire entre un écrit à caractère professionnel et un écrit scientifique. Oui. Une question par rapport au TDM, le texte data mining. Donc, si j'ai bien compris, en fait, il y avait un article de la loi pour une république numérique qui garantissait ce TDM. Suite à une décision du Conseil d'État, cet article est en suspens. Est-ce que néanmoins l'éditeur, dans une licence, peut autoriser le texte data mining malgré cette suspension de l'article? Est-ce que vous avez un avis sur ça? Alors oui, effectivement, donc dans la loi République numérique, il y avait aussi un volet sur la fouille et exploration de données et de textes qui créait une exception au droit d'auteur et une exception au droit des bases de données pour favoriser ce genre de pratique par les chercheurs. Bon, grande avancée, parce que pour l'instant, il n'y avait que l'Angleterre qui avait ce mécanisme-là dans sa loi et la France l'avait mis dans sa loi. Alors il se trouve effectivement que le Conseil d'État a rendu un avis bloquant l'apparition du décret d'application du texte, considérant que cet article était non contraire à la directive européenne sur le droit d'auteur. Était contraire, à la directive européenne sur le droit d'auteur. Bon. Avis assez contestable, parce que, par exemple, en Angleterre, ça n'est pas arrivé. Il n'y a pas eu de procès. Les éditeurs n'ont pas fait de procès à l'Angleterre pour avoir pris cette exception. Et ils étaient encore dans l'Union européenne à l'époque. Mais bon, le Conseil d'État a choisi de faire ça. Et du coup, le ministère de la Recherche a gelé la parution du décret. Donc là, actuellement, il y a deux questions qui se posent. Donc la première que vous posez, c'est est-ce qu'un éditeur peut autoriser sur une base contractuelle le text et data mining ? Alors oui, il le peut tout à fait, parce que s'il l'autorise, c'est-à-dire qu'il le fait en exerçant son propre droit de base de données ou le droit qu'il aura reçu par cession, le droit d'auteur qu'il aura reçu par cession. Donc il peut tout à fait le faire. Mais en fait, l'exception, elle avait été faite justement pour éviter ça. C'est-à-dire le but de la loi, c'était d'éviter de s'en remettre aux autorisations des éditeurs. C'était de pouvoir avoir un droit indépendant et l'exercer en dépit même des restrictions imposées par les éditeurs. Donc là, actuellement, Springer, par exemple, a des licences de TDM. Ils l'ont déjà fait, mais l'exception, elle était gratuite aussi. Parce que l'éditeur peut tout à fait vous le faire payer, ce droit au texte et data mining, en plus du droit à l'abonnement. Donc ils peuvent le faire, et vous pouvez vous en remettre au contrat, aux clauses contractuelles pour faire du TDM, mais le but de l'exception, c'était de passer outre, justement. Et alors l'autre question qui se pose, c'est est-ce que c'est applicable même en l'absence d'un décret ? Donc ça peut se discuter. Si la loi est peut-être applicable, parce que le gouvernement, normalement, est obligé de prendre des décrets. Quand le Parlement dit au gouvernement, vous devez prendre un décret, normalement, le gouvernement, il doit prendre le décret, et l'avis du Conseil d'État, c'est pas une décision de justice, c'est juste un avis. Donc, à suivre comme question, je pense qu'il y a un moment, le gouvernement a dit on va attendre que la directive européenne change. Parce qu'elle est en cours de révision. Mais ça peut durer des années et des années. Parce que j'ai l'impression que suivant les États, il y a ceux qui sont en école totale
etc. Donc, est-ce qu'il y a une tentative européenne d'avoir une politique globale au niveau de... La Commission européenne, elle est plutôt volontariste en la matière, notamment dans le cadre de H2020, depuis quand même pas mal de temps, elle a mis en place une obligation d'arriver à de l'open access pour tous les projets qu'elle soutient, donc c'est pas rien quand même, hein. Ça a d'ailleurs pas mal préfiguré ce qu'ont fait les États au niveau national. Donc elle est volontariste, mais pas au point de transposer ce mécanisme-là dans le droit de l'Union européenne. Parce qu'elle aurait tout à fait pu le faire. Là, en ce moment, on est en train de réviser la directive sur le droit d'auteur. Elle aurait tout à fait pu intégrer directement dans la directive européenne une neutralisation des contrats d'édition. Et elle n'a pas choisi de le faire, en fait. Il y a eu des demandes, mais jusqu'à présent, la Commission n'a pas voulu aller aussi loin. Donc du coup, ça renvoie la mise en œuvre de l'open access aux politiques nationales. Et là, il y a des choix très différents. Effectivement, l'Angleterre, par exemple, avait fait un choix très volontariste pour le gold auteur-payeur. Bon, en France, c'est pas tout à fait le cas. En Allemagne, c'est un peu différent aussi. Donc, on a encore une disparité dans la manière de faire de l'open access, quoi. Soit en Allemagne, soit en Hollande, soit en Angleterre. Peut-être. Ça peut jouer. Enfin, il y a plein de choses. Par exemple, en France, on a un système où l'État est très très présent encore dans la recherche, beaucoup plus que dans les autres pays. Ça joue aussi. Je pense que ça joue aussi en fonction du niveau de mobilisation des communautés, parce que ça joue quand même qu'il y ait une pression faite par les chercheurs eux-mêmes sur les instances de l'État, ça joue quand même. Et au niveau des consortiums, donc vous avez le consortium national d'achat pour la documentation électronique, mais vous avez d'autres consortiums dans d'autres pays. Il y a un consortium européen et ils essaient de se rapprocher pour arriver à des négociations, je dirais, européennes sur les grosses négociations, mais c'est aussi extrêmement difficile puisque les politiques nationales ne sont pas... Elsevier a essayé récemment de proposer à la Commission européenne de dire ok, on va passer à de l'open access global, mais après vous mettrez un mécanisme type accord de Schengen pour que l'accès soit réservé uniquement au territoire européen et pas au reste du monde. Donc j'ai trouvé ça assez... Pour l'instant, ça n'a pas visiblement